Et là, on poursuit avec notre invitée Christine Zumelo. Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur, professeur d'études américaines à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Alors pourquoi encore ces marches alors que les contestations ne sont plus recevables et que tous les États, ça y est, ont certifié les résultats de la présidentielle? Bonsoir. Je crois en effet qu'on pourrait en fait faire un lien entre les deux précédents reportages où on a vu la gravité de la situation liée au Covid, qui est aussi extrêmement importante, extrêmement grave aux États-Unis. Et évidemment, c'est un contexte qui a beaucoup miné l'élection et en particulier qui a fait peser des doutes très très forts que Trump utilise encore aujourd'hui sur la validité d'un certain nombre de scrutins. Donc il y a à peu près 70%, semble-t-il, selon les sondages, de républicains qui pensent qu'il y a eu des fraudes. Même si, comme vous le disiez, même si demain, donc, les grands électeurs les 538 grands électeurs vont à leur tour voter et décréter Joe Biden officiellement président des États-Unis. Sur ce point, donc il n'y a aucune surprise à attendre. On ne sait pas. Il y a toujours des surprises. Il peut encore y en avoir. Quelle sorte de surprise? C'est relativement peu probable, mais ce n'est pas tout à fait impossible. Il y a quand même eu une cinquantaine de recours lancés par les républicains. Donc la tension est très forte, la pression est forte. Et une surprise serait qu'un grand électeur ou quelques grands électeurs décident de ne pas voter pour la majorité qui est arrivée en tête dans l'État dont ils sont issus. Et pourtant, ils n'auraient pas le droit de le faire, puisque chaque État qui remporte, qui donne ses voix à un des deux candidats, rafle tous les grands électeurs. Ils n'ont pas le droit de le faire dans la plupart des États, sauf le Maine et le Nebraska, qui ont un règlement un petit peu différent. On pense que probablement c'est possible à la marge, que ça ne changera pas le résultat final. Ça ne changera pas la donne, voilà. Alors, autre étape de taille, ce sera le 5 janvier dans l'État de Géorgie, un second tour des sénatoriales, et ce sera essentiel puisqu'il donnera la couleur définitive au Sénat, un Sénat qui, pour l'instant, est à l'avantage des Républicains, 50 sièges pour 48 côté démocrate. Tout à fait. Donc là, il y a deux combats très serrés en Géorgie, qui a déjà été un État extrêmement remarqué pour la présidentielle. Et donc on attend aussi, bien sûr, Biden attend ce résultat avec grande impatience, comme nous tous, comme tous les Américains d'ailleurs, puisque la majorité est vraiment extrêmement serrée au Sénat. 2 sièges seulement d'écart entre les deux partis. Or, sans le Sénat aux États-Unis, eh bien, tout se complique, et notamment lors des premiers 100 jours, parce que Joe Biden, sans avoir la majorité au Sénat, ça veut dire qu'il va avoir énormément de mal à mettre en place ses priorités politiques. Absolument. Il y a un chef de file au Sénat qui demeure Mitch McConnell, qui est le républicain du Kentucky, qui a été réélu sans aucun problème. Donc non seulement il y a ce doute qui persiste sur le Sénat, et puis il y a aussi une majorité démocrate à la Chambre qui est moins importante, qui est moins forte qu'elle n'était sous le mandat de Trump. Donc une majorité qui s'étiole aussi, qui diminue un petit peu à la Chambre. Donc voilà, ça fait quand même 2 écueils assez importants potentiellement pour Biden. En même temps, Joe Biden se montre confiant sur certaines alliances avec des républicains modérés. Vous citez Mitch McConnell, qui est le chef de file donc des républicains au Sénat. Ils se connaissent extrêmement bien. N'oublions pas que ça fait 36 ans qu'il aura été 36 ans sénateur, Joe Biden. Tout à fait, absolument. Donc c'est vraiment 2 personnages qui se connaissent très bien, mais qui sont évidemment dans 2 partis totalement opposés, avec une tension dont on parle là depuis, en particulier novembre. Ceci dit, est-ce que cette entente pourrait simplifier les choses si le Sénat était à majorité républicaine? Le fait qu'il y ait quand même cette connaissance même humaine des 2 hommes, ça peut faciliter les choses. Il y a une connaissance humaine, mais la connaissance politique, ici, les place dans 2 camps vraiment opposés. Donc je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions sur une potentielle poignée de main entre Biden et McConnell. Je crois qu'il faut absolument renoncer à cette idée. Alors justement, sur les 100 premiers jours, quelles sont les priorités de l'administration Trump? On l'a vu par rapport à l'écologie, par rapport à la crise sanitaire. Quels sont les autres grands thèmes? Quelle va être sa priorité? Enfin, l'administration Biden, puisque c'est pas Trump, non, Biden, pardon. C'est un lapsus révélateur de la tension dans laquelle on est, bien sûr. Évidemment, c'est la crise du Covid. Donc là, il y a tout l'enjeu du vaccin, il y a tout l'enjeu... Réintégrer l'OMS? Absolument. Potentiellement, c'est évidemment ce qu'on attend. Il y a aussi toute la question de la remise en marche de la machine économique, de l'économie américaine, sur laquelle Trump avait énormément basé sa campagne. Donc là, c'est vraiment un certain nombre d'écueils fondamentaux. Aussi une modification, peut-être, sans doute, de la position de Biden, donc des démocrates, par rapport à tous les grands dossiers de politique étrangère, et aussi les questions qui sont liées au protectionnisme, quel type de mondialisation Biden va vouloir mettre en place. Multilatéralisme.
terrorisme. Exactement. Donc c'est vraiment des dossiers absolument gigantesques, voilà, sur lesquels. Et pour ça, il faudrait aussi avoir la majorité au Sénat. Donc tous les yeux seront rivés vers la Géorgie le 5 janvier prochain. Sans parler des questions intérieures, bien sûr. Bien évidemment. Voilà. Merci beaucoup, Christine Zumelo, d'avoir été avec nous.